Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir pour ce podcast qui vous est offert par la société Valuego. Chez Valuego, notre métier depuis près de 20 ans, c'est d'accompagner les indépendants dans la réussite de leur parcours professionnel. Les personnes que nous accompagnons sont le plus souvent des consultants ou des managers de transition qui ont décidé de se mettre à leur compte et qui réalisent des missions pour le compte de différents clients. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet qui est pourquoi et comment devenir indépendant. Vous êtes nombreux à y penser et beaucoup l'ont fait. L'objectif est de vous donner les conseils et les points d'attention avant de vous lancer. Allez, c'est parti pour ce podcast. Alors on peut commencer ce podcast déjà en regardant un premier chiffre qui est issu d'une étude Opinionway et qui dit qu'environ 30% des Français ont envie de se mettre à leur compte. C'est déjà beaucoup. On peut regarder un deuxième chiffre qui est celui de l'URSSAF et qui donne un peu plus de précision. On sait qu'en 2023, il y avait en France 3,6 millions d'indépendants. Alors bien évidemment, ce chiffre regroupe une certaine diversité parce que vous avez là-dedans beaucoup de secteurs et surtout beaucoup de métiers et tous ne sont pas des consultants. Bien évidemment, autre donnée importante, c'est la croissance du nombre d'indépendants en France, puisque on peut voir que depuis une dizaine d'années, c'est une croissance régulière et on a 8 à 10% d'indépendants en plus chaque année. Si on regarde la répartition, on voit qu'il y a à peu près 45% de femmes pour 55% d'hommes, mais surtout le nombre de femmes ne cesse d'augmenter. Parmi les motivations, on sait que généralement beaucoup sont à la recherche d'un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Certains cherchent aussi plus de sens dans leur activité, donc ils veulent choisir vraiment leur mission, leurs clients. Et puis d'une manière générale, la plupart des indépendants sont à la recherche d'une certaine liberté dans l'exercice de leur métier. Comme je le disais précédemment, 30% des Français aimeraient devenir indépendants. Alors pour ceux qui décident de le faire, évidemment le mouvement représente un changement qui est non négligeable. Bon, c'est d'abord un changement professionnel, mais il n'est pas irréversible. Il est tout à fait possible de revenir au salariat après une période en tant qu'indépendant. Donc, si vous voulez, professionnellement, l'indépendance reste malgré tout un changement important parce qu'on passe d'une fonction, d'une position hiérarchique dans une entreprise à une position de fournisseur pour le compte d'un client. Le consultant intervient en mode projet dans une organisation qu'il ne connaît pas toujours et doit s'adapter rapidement pour être opérationnel. Alors, dans certaines situations, il peut y avoir beaucoup d'attentes ou d'espoir vis-à-vis du consultant qui parfois arrive dans une société pour résoudre un problème. Il faut donc être en capacité de comprendre très rapidement l'environnement du client et ses enjeux. Autre point important d'un point de vue professionnel, c'est le côté stop and go de l'indépendance. La plupart des consultants réalisent des missions qui vont durer quelques mois, alors parfois un an ou peut-être un peu plus pour certains, mais il faut déjà penser à la prochaine mission. Il faut donc éviter d'avoir une période d'inactivité trop longue entre deux missions, ce qui nécessite aussi parfois de faire de la prospection en parallèle de la mission. Alors d'un point de vue personnel, il y a un autre impact qui est notamment celui de la rémunération, parce qu'elle devient plus incertaine, plus aléatoire. Beaucoup de consultants ne savent pas nécessairement quelle va être la prochaine mission, combien de temps elle va durer et quelle va être la rémunération pour cette mission. Donc, tout ça peut avoir un impact sur l'écosystème personnel. Malgré tout, il y a un côté positif qui est notamment une des principales raisons qui poussent les personnes à devenir indépendantes, c'est la gestion du temps de travail. Les périodes d'inactivité peuvent aussi permettre de passer plus de temps avec ses proches et puis le consultant peut aussi négocier son temps de travail avec son client. Et toujours en termes d'impact personnel, il y a un autre point positif, c'est la possibilité de choisir ses missions et de trouver du sens au travail et donc de la satisfaction. C'est toujours intéressant de regarder quelles sont les motivations des uns et des autres pour devenir indépendant. On retrouve souvent les mêmes raisons. Je vous donne ici quelques exemples, la liste n'est pas du tout exhaustive,
Mais c'est vrai que quand on interroge les consultants, on s'aperçoit que beaucoup ont commencé en entreprise en tant que salariés, mais avec toujours cette petite idée en tête de devenir un jour indépendant, et donc ils ont fini par sauter le pas. On retrouve aussi beaucoup la recherche d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, mais aussi la recherche de sens au travail. Beaucoup nous disent aussi qu'ils ont toujours eu un peu une âme d'indépendant et qu'ils avaient une expertise à vendre et que finalement ils se sont décidés à passer indépendant et à chercher des clients et à, je dirais, à vendre leur expertise auprès de ces clients dans le cadre de différentes missions. La plupart sont plutôt à l'aise, si vous voulez, avec l'idée de passer d'un client à l'autre, de faire une mission plus ou moins longue avant d'en enchaîner une autre chez un autre client. C'est vrai aussi que certains nous ont parlé du soutien de leurs proches. C'est vrai que quand on décide de passer indépendant, et on l'a évoqué un petit peu avant, c'est un changement qui peut être assez radical, et c'est toujours important d'avoir le soutien de son entourage. Et quand vous l'avez, c'est vraiment un vrai plus. Certains aussi nous disent qu'ils sont, si vous voulez, ravis d'apporter une solution, de répondre aux besoins d'un client, et puis quelque part aussi de montrer leur valeur ajoutée. Et ce qui peut aussi pousser, si vous voulez, à devenir indépendant, c'est que vous avez, quand vous êtes salarié par exemple, en entreprise, des personnes dans votre réseau, dans votre entourage, qui peuvent être amenées à vous solliciter. Et quelque part, ça peut être déjà des premières pistes de mission. Et c'est vrai que quand on a déjà des sollicitations comme ça peut inciter assez vite à passer indépendant. Je vous propose qu'on regarde maintenant les facteurs clés de réussite pour vous lancer en tant que consultant indépendant. La première étape consiste à étudier son marché. Il va falloir faire une analyse de l'offre et de la demande et commencer à identifier des clients potentiels. Ensuite, par rapport à votre proposition de valeur et à votre expertise, il va falloir créer une offre qui est en adéquation avec le marché que vous visez. Troisième étape, faites un business plan, commencez à identifier les potentielles missions que vous pourriez avoir et la rémunération que vous pourriez obtenir. Essayez d'avoir une vision moyen-long terme grâce à ce business plan. Une fois que tout est prêt, vous pouvez commencer à communiquer, dans un premier temps pourquoi pas auprès de votre réseau, et puis ensuite de manière plus large. Vous pouvez également, en parallèle de tout ça, démarrer une phase de prospection active en actionnant les différents leviers de la prospection. On constate que les consultants ou les managers de transition peuvent intervenir chez leurs clients avec différentes postures. Alors parfois c'est un mélange de différentes postures, mais je vous propose qu'on énumère les principales. D'abord, il peut intervenir en tant que conseiller, c'est-à-dire qu'il va être là pour analyser une situation, poser un diagnostic et proposer des recommandations. Il peut aussi intervenir en tant qu'expert. Il va notamment arriver avec une connaissance pointue d'un sujet pour, on va dire, résoudre un problème. Il peut également intervenir en tant que formateur. Il va arriver avec ses connaissances pour accompagner des collaborateurs de l'entreprise et les former sur une thématique. Il peut également être accompagnateur, c'est-à-dire qu'il va prendre un rôle de coach ou de mentor pour accompagner une ou des personnes. Il peut également être remplaçant, il peut occuper un poste vacant pendant une certaine période, c'est notamment ce que font les managers de transition, ou il peut adopter une posture de prestataire tout simplement pour réaliser une tâche bien identifiée, par exemple la conduite d'un projet. Je vous propose d'aborder maintenant la question des statuts juridiques possibles quand on veut se lancer en tant qu'indépendant. Alors je ne vais pas faire une analyse et vous détailler les avantages et les inconvénients de chacun, je pense que ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast. Je vais juste vous donner quelques éléments qui permettent de se faire une première idée. Alors il existe différents statuts. Le premier, c'est la micro-entreprise. C'est un statut qui permet de démarrer immédiatement en toute simplicité avec des charges qui sont limitées et une facturation sans TVA jusqu'à 77 000 euros.
Bon, toutefois, ce statut qui est simple à mettre en place impose pas mal de limites, comme par exemple l'impossibilité d'imputer des frais. On trouve ensuite deux autres statuts qui sont eux connus également, la SASU et le URL. Donc ces statuts nécessitent un peu plus d'administratif et notamment de recourir à un expert comptable, ce qui évidemment a un coût. Mais la rémunération peut se faire sous forme de salaire ou de dividende et il est possible d'imputer des frais. Parmi les points négatifs, si vous êtes président de votre SASU ou gérant de votre URL, vous ne cotisez pas à Pôle emploi, qui s'appelle maintenant France Travail. Donc vous n'avez pas d'indemnisation en cas de cessation d'activité. C'est vraiment un élément à garder en tête. Autre possibilité que nous connaissons bien chez Valuego, c'est le portage salarial. Alors ce statut qui est parfois un peu méconnu propose de nombreux avantages. D'abord, il réunit le meilleur des deux mondes car le consultant est réellement indépendant. C'est lui qui cherche ses missions, qui négocie les conditions avec son client, tout en étant salarié en CDD ou en CDI. Donc il est salarié de l'entreprise de portage. Et le fait d'être salarié lui permet de bénéficier de toute la protection sociale habituelle, comme l'assurance maladie, l'assurance chômage, tout en cotisant à la retraite. Alors, le portage salarial est très facile à mettre en place, ça se fait en 24 heures. Et une fois en portage, le consultant reçoit sa feuille de paye en fin de mois, ainsi que le virement de son salaire. Bon, de notre point de vue, c'est le statut le plus intéressant, puisque le consultant n'a rien à gérer. Il bénéficie de toute la protection sociale et l'entreprise de portage s'occupe des questions administratives. En complément, en tant que salarié, le consultant peut bénéficier de gérer d'autres avantages et notamment de formation. Et cerise sur le gâteau, il est très facile de mettre un terme au portage salarial. C'est notamment très utile quand le consultant se fait embaucher en CDI par son client, ce qui arrive parfois. Je vous propose de finir ce podcast qui vous est proposé par Valuego en faisant quelques rappels qui serviront de conclusion. Devenir consultant indépendant, ça présente de nombreux avantages, même si, quelque part, ça implique quand même un changement majeur d'un point de vue professionnel et parfois aussi personnel, mais on comprend assez facilement ce qui peut motiver tous ceux qui ont sauté le pas, et par exemple l'autonomie, qui est vraiment un des principaux atouts de ce statut, c'est-à-dire que le consultant choisit ses missions, ses clients, il organise son temps de travail comme il l'entend. C'est une flexibilité qui lui permet de mieux concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, tout en ayant aussi la possibilité de refuser parfois des projets qui ne correspondraient pas à ses aspirations. Alors, par ailleurs, la diversité des missions que peut avoir un consultant, c'est également un atout puisqu'il va fréquenter différentes entreprises dans différents secteurs et il va ainsi enrichir son expertise et son réseau professionnel. C'est aussi une variété d'expériences qui évite la monotonie. En termes de revenus, le consultant indépendant bénéficie aussi d'une grande flexibilité car il peut ajuster ses tarifs en fonction des missions, en fonction des clients. Il peut quelque part maximiser ses gains. Il peut aussi profiter de certains avantages fiscaux comme la déduction des frais professionnels. Et enfin, ce statut permet d'améliorer d'une manière générale la qualité de vie en offrant un contrôle, on va dire presque total, sur ses conditions de travail. Alors en conclusion, devenir consultant indépendant, c'est vraiment une option attrayante pour tous ceux qui cherchent de l'autonomie, de la diversité et aussi, on va dire, de la satisfaction professionnelle.